La planche. La planche. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans La Planche. Tu vois la planche comme les planches de bande dessinée. Le podcast qui explore les profondeurs du métier d'auteur et d'autrice de bande dessinée. Une production du musée de la BD de Bruxelles. Je m'appelle Ronan Chabra, Bonjour. jeune auteur en herbe. J'adore poser et me poser des questions. Qui suis-je? Où vais-je? Mais tais-toi, toi. J'ai eu la chance et l'honneur de pouvoir m'entretenir avec plusieurs auteurs et autrices de bande dessinée afin de leur poser des questions et d'explorer avec eux les méandres de la création. Dans cet épisode, j'explore en leur compagnie l'aspect physique du métier d'auteuriste de bande dessinée, c'est-à-dire la question du corps, de la main, du dos, des yeux. Ça va parler ergonomie, posture, chaise, bureau. Waouh, mais quel sujet passionnant. Je me suis toujours posé la question de l'ergonomie. T'en fais trop, mec. T'en fais trop. Le corps du dessinateur, de la dessinatrice a tendance à s'effacer derrière l'image, à se faire oublier. Mais le dessin n'est-il pas un art vivant à sa manière? Qu'est-ce qu'il raconte, celui-là? Le dessin se réduit-il au geste de la main ou mobilise-t-il tout le corps? T'as pris les épaules, dis. Tu t'es mis à la muscu? Non, je me suis mis à la BD. Sur la table à dessin, comment bien tenir son crayon? Y a-t-il une posture ultime pour dessiner des années sans avoir mal au dos? Quel est le sport favori de Florence Sestac? Je veux savoir. Mais tais-toi, toi. Les réponses à toutes ces questions dans cet épisode. Ok. Bonne écoute. On y va. Il fut un temps où elle en était bleue, maintenant c'est juste autour des yeux. Alors une question sur l'aspect physique du métier d'auteur de bande dessinée. Alors il y a un peu cette image d'Épinal de l'auteur qui est très courbé sur sa table à dessin seul et le visage très très proche du papier. Est-ce que d'une part, je ne sais pas si toi tu te reconnais dans ce portrait-là, et d'autre part, si tu as une manière de gérer cette immobilité qui peut poser question à long terme. Je me reconnais tout à fait dans l'immobilité du métier de bande dessinée. Je trouve que justement, c'est un métier qui du coup est assez pénible, physiquement parlant. Mathieu Burniard, co-auteur de la bande dessinée Le Mystère du Monde Quantique et dessinateur de Furieuse. Alors ça fait doucement rire ma compagne qui elle est menuisière, donc elle, la pénibilité, elle la connaît sous une autre forme. Elle peut se faire mal au dos ou se couper des doigts de manière tout à fait différente. Mais je trouve vraiment malgré tout que la bande dessinée c'est pas évident. On est sur une chaise dans la même position et c'est le contraire de ce que nous suggère l'ergonomie. L'ergonomie avant tout c'est de changer de position. J'en suis incapable quand je dessine. Donc ouais, il faut régulièrement pour moi me lever, croiser les jambes d'un côté, croiser les jambes de l'autre. Et il faudrait, j'ai bien compris, régulièrement marcher et surtout ne pas rester statique, faire beaucoup de pauses, ce que je fais pas. Donc à la fin de la journée, j'ai mal au dos, j'ai mal au cou, et comme beaucoup d'autres auteurs et autrices. Et puis à cela s'ajoute le fait que, le mal au crâne, parce que je travaille tout le temps sur un ordi ou sur une palette graphique, ce qui n'est pas idéal non plus. Mais alors bien sûr, cette image d'auteur de BD recroquevillé sur lui-même, c'est tout à fait ça. Et ouais. Oui. Puis on a souvent des crampes qui vous prennent là, dans le bras parce qu'on est un peu toujours dans la même position. Et moi, je fais du ping-pong justement pour évacuer tout ça. Voilà. Florence Sestac, autrice entre autres de la bande dessinée Le Démon de Midi et de la série Les Déblocs. Parce que vous avez les muscles qui finissent par se nouer dans le dos, enfin moi, ce qui est mon cas, ou dans les bras et tout ça, à force d'être toujours dans la même position. Donc je vais 2 fois par semaine faire du ping-pong et depuis, ça va beaucoup mieux. Voilà. Ah oui. Faut bouger, voilà, parce que c'est un métier on est cuté toute la journée, donc faut faire attention à ça, quoi. Effectivement. Donc 2 fois par semaine, séance Oui. de ping-pong. Très important. Voilà. Excellent pour le dos. C'est marrant. Est-ce que tu as lu le dernier Paul de Michel Rabagliati? Il y a une longue partie de la BD où il parle de ça, des aménagements qu'il a trouvés, des espèces de gaines qu'il doit porter, parce qu'en fait, c'est un auteur qui vieillit. Et du coup, il se rend compte que des années à être mal installé, ça l'a détruit, en fait. Pénélope Bagieux, autrice entre autres de la série Culotté et de la bande dessinée Les Strates. Mal installé pour dessiner, mauvaise lumière, courbé, que ça fait partie un peu de l'exotisme de l'auteur de BD d'être comme ça, mais qu'un jour tu le payes, donc il vaut mieux ne pas le faire. Oui, moi je me tiens très mal déjà naturellement, tu vois, je me tiens jamais droite, c'est terrible. C'est vrai, Non, mais vraiment, je vis comme ça, quoi. Je suis molle, je suis vraiment un invertébré, et c'est pas bien.
Alors, Du coup, là, tu te tiens. du coup, je me tiens très droite. Plus Non, droite. écoute, je trouve que un bon siège, ça change des choses. Je sais pas si on rentre à ce point dans la technique, mais Si, je pense qu'on peut être très Ok, précis. ok, alors. Ne pas hésiter. moi, avant, j'avais des. Peut-être un peu à l'image de tous ces trucs de. Avant, j'avais copié le modèle de la vie de bureau. J'avais un siège de bureau. Les chaises d'ordi hyper élaborées et tout ça, et j'ai compris que ça n'était pas du tout fait pour dessiner, puisque c'est pas la même position qu'il faut prendre. Et après, j'ai adopté le siège ergonomique, qui est le siège où on dessine à genoux. Ah, ça existe, ça. Voilà, c'est ça, c'est Ok. ça, c'est fini, t'as plus jamais mal au dos. C'est un truc, t'as une petite assise toute petite ici, et une autre derrière comme Ah, ça. d'accord, je Et en vois. fait, tu plies tes jambes sous toi, et cette position-là, elle t'empêche de te tenir mal, tu ne peux pas. C'est-à-dire que même si tu es penché en avant, tu vas compenser, tes lombaires vont faire un truc. Et en fait, tu peux passer 12 heures sur une chaise comme ça, tu n'as plus mal. Voilà. Donc le siège ergo, c'est pas mal. Ça a un peu changé ma vie. Et après, j'ai découvert, alors ça, maintenant que je travaille sur iPad, j'ai découvert que la façon dont j'étais le mieux installée pour travailler, c'est allongée dans mon canapé, avec les jambes surélevées et un coussin sur les genoux. Et il se trouve que c'est aussi la meilleure position tout court, en fait. Donc, ouais, ça. C'est-à-dire que tu n'as pas de problème de corps. Si Ben tu non, veux être dans c'était cette vautré. En fait, vautré pour travailler sur un iPad, c'est génial. Et par exemple, les strats, je les fais entièrement comme ça. Je les fais Ouais. allongés dans un canapé, les jambes surélevées. Ce qui permet en plus, quand tu es dans les phases où tu n'as pas besoin de te concentrer, par exemple, quand tu cleans tes traits ou que tu fais un peu de la couleur, etc., tu peux même te mettre un film et l'écouter en même temps. Donc vraiment, je me dis, c'est vraiment c'est magique comme les planètes s'alignent. Il se trouve que ma position préférée pour bosser est ma position préférée tout court. Donc, Mais on s'endort pas quand on est couché. En fait, c'est pas couché. C'est que Ah tu te mets assis incliné, on va dire. Et les jambes surélevées, ça, c'est important. Ok. Et sur tes genoux, enfin sur tes cuisses, quoi, tu poses un gros coussin pour que ton iPad soit un peu surélevé et un peu penché vers toi. Et donc, il est comme ça devant toi. Et en fait, c'est trop bien. Et ensuite, j'avais trouvé, il y a une autrice BD américaine que j'aime beaucoup, qui a un jour posté sur Insta une table de travail que sa mère, qui manipule bien le bois, lui a fabriqué pour son iPad, qui est une espèce de truc un plateau avec des pieds que tu te poses sur toi, et il y a juste l'encoche pour mettre l'iPad dedans, pour dessiner dedans. Elle lui fait un truc de dingue, et je m'étais dit, mais si seulement j'avais des compétences, j'aimerais fabriquer ce truc. Mais j'ai trouvé un truc pas mal en bois, qui a un plateau que tu peux incliner, que tu poses, tu sais, comme les plateaux de petit-déj. Tu vois, avec des trucs que tu mets autour de pieds que tu mets autour de toi, un plateau sur toi que tu peux un tout petit peu surélever comme ça. Tu poses ton iPad dessus et du coup parce qu'en fait ce qui tue le dos, c'est cet angle-là qui n'est pas du tout naturel, qui est travaillé à 90 degrés, parce que quand tu dessines, tu es obligé de te pencher au-dessus. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est faire en sorte que tu n'aies plus besoin de te pencher. Ça va te faire beaucoup de différence de son du micro, les trucs. Mais voilà, du coup, je trouve des petits aménagements pour économiser mon dos. Et l'autre truc que j'essaye d'économiser, c'est mes yeux. Parce que ça aussi, si à un moment ça marche plus, bah, ça va être vraiment embêtant. Et en fait, l'écran, les yeux vers le bas, c'est ce qui abîme le plus les yeux. Donc quand tu dessines, tu tires sur les muscles du haut des paupières pour tout le temps regarder en bas. Et en fait, j'ai découvert qu'il existait des c'est un croisement entre orthopédie et les yeux. Je n'y connais pas. C'est une spécialité pour faire en sorte d'apprendre à reposer ces muscles-là, parce que ça aussi, à force, ça va vraiment les abîmer. Bon, il y a la luminosité, les trucs comme ça, mais ça, bon, les lunettes, ça marche. Mais en fait, au bout d'un moment, tu peux aussi t'abîmer les muscles des yeux, parce que c'est très répétitif et c'est toujours vers le bas. Et en fait, on n'est pas du tout fait pour regarder tout le temps vers le bas. Donc, il faut en fait préserver la machine, quoi. Parce que moi, j'aimerais bien travailler vieille. Ça, c'est quand même vraiment un truc que j'ai envie de faire. Et j'ai pas du tout envie de me dire... alors, je sais que en ce moment, ça tombe mal avec l'histoire de la réforme des retraites, mais voilà, nous, on est les dessinateurs, on sait qu'on va travailler bien après 64 ans, si tout se passe bien. Et j'aimerais bien que mes mains tiennent encore le coup, mon dos et mes yeux, quoi. Les mains, bon, ça, je pourrais rien y faire, mais ça va me faire vraiment de la peine. Ouais. C'est un vrai truc triste, quoi, de se dire... Enfin, cela dit, quand on voit quand même Sampé jusqu'au bout, il tenait bien la route, quoi. Oui. Quand on voit comment on dessine Blake, encore maintenant, je trouve que ça me donne trop d'espoir. Les très vieux qui dessinent exactement comme avant, c'est génial. Et tu connais un peu leurs trucs qu'ils ont eu pour tenir Le génie. aussi... Je sais pas. Non, mais vraiment, c'est fou quand on voit que Quentin Blake, les dessins qu'il fait récemment,
Tu sais, il y a une galerie à Londres où il y a vraiment ces dessins de la semaine, quoi. Tu peux voir les trucs qu'il fait en Je vacances. savais même pas qu'il continue encore. Et vraiment, c'est impossible de te dire que ça ne date pas des années 80. C'est fou. Vraiment, ça ne bouge pas. C'est quelle bouffée d'espoir à chaque fois. De se dire, regarde, tu n'es pas obligé de... La tête peut peut-être un peu partir, mais le corps n'est pas obligé. Voilà. C'est le moment où je parle de ma passion, qui est travailler sur un ballon de gym. En fait, je travaille assise sur un ballon de gym en permanence depuis des années. J'ai un gros ballon rose chez moi et pas de chaise de bureau. Maryse Spénal, autrice entre autres des bandes dessinées Millie et Katsu à l'Ultrafesta et Il y a longtemps que je t'aime. Et depuis que je fais ça, je n'ai plus mal au dos. Voilà, donc c'est ça ma solution miracle, parce qu'en fait, t'es toujours un peu en équilibre, donc ton dos ne reste pas trop fixe. Et franchement, c'est super. J'ai presque plus mal au dos, on va dire. Des fois encore un tout petit peu, mais franchement, ça m'aide à fond. Et voilà ma solution qui est très concrète, mais sinon, j'imagine que l'idéal, c'est juste d'aller marcher et de pas travailler 15 heures par jour non plus, quoi. Mais C'est pas trop instable le ballon de gym franchement, on s'améliore. Alors au début, c'est un tout petit peu dur, mais moi, maintenant, ça fait des années, donc je suis en tailleur sur mon ballon de gym, je tiens, quoi. Ah bon C'est un skill qu'on peut développer à l'infini. Ouais, c'est super. c'est très impressionnant. Ouais. Ah ouais. Ouais, merci. Après, ça prend un peu de place et puis ça roule partout dans l'appart et tout, mais franchement. T'en as c'est pas plusieurs ou tu utilises toujours le Non, j'ai le toujours même mon ballon. Toujours le même. Ouais. Et est-ce que c'est ceux avec deux cordons qui dépassent et que tu peux les tenir? Non, c'est juste un ballon. Je pense que si t'as les trucs, là, les espèces de billes pour tenir ton ballon, ça, c'est des ballons sauteurs. Donc, écoute, si t'as envie de lier l'utile à l'agréable, hésite pas, tu vois. Mais c'est à peu près la même chose, mais sans les petites poignées. Sans les petites poignées. Je me rends compte... Je me rends compte en dessin, il y a toujours... Moi, je suis quelqu'un qui dessine de manière hyper crispée, quoi. Max de Radigues, auteur entre autres de la série Stig et Tilde et scénariste de Eddie et Noé. Enfin, mes doigts, ils sont rouges, blancs quand je dessine, parce que je serre vraiment ma plume hyper fort. Et donc, ça crée pas mal de tension dans les bras, dans les muscles et tout ça. Mais une des solutions que j'ai à ça, c'est que, en fait, si je bosse assis ou si je bosse dessus, au debout, en fait... la manière dont je mets mon bras, elle change, et donc du coup, je mets les tensions ailleurs, quoi. Tu vois, quand je sens que je commence à avoir mal au dos, je vais changer de position, et en fait, ça fait que les tensions, elles se mettent ailleurs, et donc j'arrive à avoir une espèce de truc où je suis pas trop déglingué, quoi. Mais, tu varies un peu les positions selon si t'as mal quelque part. Mais voilà, mais j'ai l'impression que c'est un truc auquel il faut faire super gaffe en dessin et en bande dessinée. Mais voilà, donc du coup, moi, j'essaie vraiment d'un peu de varier, quoi. Et du coup, aussi, je parlais tout à l'heure du fait que, voilà, je sais pas, je vais faire de la couleur à l'ordi avec la tablette, c'est pas du tout le même geste que dessiner à la plume. Donc j'ai quand même des trucs où je peux varier un peu en fonction de... varier les gestes. Varier les gestes, quoi. Et voilà. Mais du coup, c'est vrai que c'est quelque chose auquel je pense qu'il faut faire attention. Et c'est un truc... je pense que t'as vite fait, en fait, de te dire j'ai un peu mal, mais ça va aller, il faut que je termine mon bouquin, il faut que j'avance et tout ça. Et ça, en fait, c'est un mauvais plan, quoi. Je pense que dès que tu sens des douleurs, il faut se dire ok, j'ai mal, je sais pas, j'ai mal dans le poignet. Pourquoi est-ce que j'ai mal au poignet? D'habitude, j'ai pas mal au poignet, donc si j'ai mal au poignet, c'est sans doute parce que je dessine plus que d'habitude, parce que je sais pas, je suis en rush ou quoi. Mais c'est peut-être aussi parce que, je sais pas, en fait... Je bosse sur mon trackpad et donc du coup j'ai mon poignet toujours un peu relevé. Moi je me suis rendu compte à un moment, gros aveu, je jouais un peu trop à Pokémon Go à un moment et du coup en fait ça faisait que je tenais beaucoup mon téléphone à une main et en fait du coup j'avais un peu mal au poignet quand je dessinais et je me suis dit c'est bizarre, je dessine comme d'habitude, il y a un truc qui... Puis je me dis mais en fait c'est Pokémon Go, quoi. C'est le fait de tenir mon téléphone quand je suis dans le tram ou quand je suis en rue, plutôt que de marcher en regardant devant moi, je marche en regardant mon téléphone et donc je crée une tension dans mon poignet, quoi. Et donc, voilà. Donc t'as arrêté Pokémon Go? Donc j'ai arrêté Pokémon Go, oui.
J'étais bon pourtant, j'étais loin. Il faut sacrément jouer en plus, je pense, si ça t'a fait un mal de poignet. Non, mais c'est juste le fait... en fait, c'est aussi le fait que je crois pas que je regarde beaucoup mon téléphone en rue, et tout d'un coup, je regardais beaucoup mon téléphone en rue. Ah oui. Et du coup, c'est un geste que je faisais pas, quoi. Et donc, voilà, tout d'un coup, ça crée des tensions, quoi. Donc voilà, au grand désespoir de mes enfants, j'ai arrêté Pokémon Go. J'avais commencé pour eux, c'est toujours le vice, tu commences pour eux, et puis en fait, tu fais, c'est pas Et mal, tu ce restes truc. pour toi. Donc là, j'ai un grand projet pour cette année, c'est de mettre une table basse à mon espace de travail pour pouvoir travailler à genoux, assis, et être beaucoup plus mobile dans mes mouvements. Victor Pellet, auteur de la bande dessinée La Promotion. Travailler à genoux. Ah ouais, je trouve ça intéressant. Position du Seiza, la position un peu qu'on a sur les... Tu sais, quand les Japonais... Enfin, c'est très cliché de dire ça, mais... Position du César. Ouais, je connaissais pas ça. Ouais, va voir, c'est assez intéressant. Bon, c'est très difficile au début à tenir longtemps parce que c'est des positions dont on n'a pas l'habitude. Mais j'ai remarqué que... Donc on a une table basse à la maison depuis pas très longtemps. Et quand les rares fois où j'ai travaillé dessus, c'était assez agréable parce que tu peux bouger un petit peu, tu te mets dans une position, puis une autre, à genoux, en tailleur. Et je pense que c'est vachement mieux que d'être avachi sur sa chaise. Mais encore faut-il avoir la place d'avoir une table basse et une table de travail sur son espace de travail. Donc, mais j'essaye de plus en plus de trouver des solutions pour pallier à ce problème d'immobilité, parce que si on veut faire de la BD pendant encore les quelques dizaines prochaines années, il faut s'y prendre maintenant et pas attendre d'avoir le dos cassé et la nuque broyée pour commencer à réfléchir à ces questions-là. Cette position-là, c'est à les genoux un peu pliés, c'est ça ou... C'est une position à genoux, légèrement, avec les genoux légèrement écartés, et on est assis sur ses talons. Et donc il y a beaucoup moins de tension dans le dos, et c'est vraiment toute la tension est focalisée sur les jambes. Et alors après, il y a plein de théories énergétiques sur cette position. Ça, je m'y connais pas assez, mais en tout cas, ça fait du bien de changer de position pour le dos. Et... une position debout, peut-être. Ou une position debout, ouais, mais j'aime pas trop travailler debout. Mais je suis persuadé que... Non, je sais pas, j'ai jamais réussi. Puis déjà, il faut une table assez grande pour pouvoir travailler debout aussi. Donc l'inverse. Ce que t'avais avant. Ouais, mais j'ai jamais réussi à travailler dessus, la preuve. Ouais. Mais alors, il faudrait une table basse, une table haute et une table moyenne, ce qui n'est pas possible pour l'instant. Mais je crois que... On peut essayer d'imaginer une sorte d'atelier de l'auteur de BD en bonne santé. Ah ouais, idéal, ce serait... trois tables différentes. Ce serait formidable. Ou une table qui serait capable de faire 3 tables en une. Ah quoi. ouais. Je sais que ça existe, les tables qui se lèvent et qui se baissent, mais je sais pas s'il y a des tels niveaux de différence. Mais je crois que c'est vraiment un truc qui est sous-estimé et qui peut nous entraver dans notre pratique. Quand on a mal au dos, mal à la nuque et qu'on n'a pas envie de passer... Enfin voilà, notre dessin peut être un peu crispé ou ça nous empêche de faire les choses de la bonne manière. Donc je crois que c'est hyper important de s'y intéresser. Ouais, si on n'est pas bien, on a moins envie de s'y mettre, peut-être, on a moins d'envie. Ouais. Je crois qu'il faudrait lancer une page Instagram de tips pour les auteurs, alors pas que de BD, mais des gens qui sont assis tout le temps. Parce que c'est vrai que la question se pose pour énormément de métiers. Ouais, non, c'est ça, je dis BD, mais... Avec le télétravail ou tous ces métiers où on est assis, qui sont très nombreux maintenant. Ouais. Bah, de plus en plus, mais moi je trouve que sur le long terme, c'est pesant, quoi. Donc, vu que c'est un métier que je compte faire pendant encore très longtemps, il faut trouver une solution. Oui, au niveau physique, c'est intéressant comme question, le corps du dessinateur, parce que ça, je pense, ça a un impact sur le dessin et sur la création. François Hérol, auteur entre autres des bandes dessinées Un certain silence et Océan Express. Mais après, effectivement, il y a des maladies professionnelles peut-être qui nous guettent tous. Mais ouais, il faudrait voir les classes de dessinateurs, dessinatrices, ceux qui font du vélo, ceux qui font du footing, pour ceux qui font de la marche à pied. Il y a peut-être des liens avec la qualité du dessin. Il y aurait quelque chose à creuser là-dessus, ceux qui vont à la piscine. Il y a peut-être des familles comme ça à définir.
C'est ça qu'on pourrait peut-être se dire que Franquin était un grand sportif, peut-être tellement il a de l'énergie dans son... Alors, je ne suis pas sûr qu'il fût un grand sportif. Mais effectivement, il mettait tout dans son dessin, lui, je crois. Il n'avait pas le temps d'être sportif, je crois, malheureusement pour lui. J'ai une citation assez intéressante de Jean-Christophe Menu à ce propos, qui disait « J'habite très peu mon corps. Oui, je connais ça. En revanche, vous connaissez celle-là. En revanche, mon trait est incarné. Mon trait est-il mon véritable corps ?» C'est ce qu'il dit. Ouais, bah, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est ça. Ouais. En fait, il a un corps quand même, mais c'est lié au dessin aussi. Je trouve que le dessin, il faut avoir déjà une forme d'équilibre. Parce que si vous n'êtes pas bien sur votre table, avec la bonne distance, ça se sentira. François Skeuten, co-auteur entre autres de la série Les Cités Obscures avec Benoît Peters et sur l'album Le Dernier Pharaon de la série Black et Mortimer. Il se sentira dans le dessin. Oui. Moi je pense que faut pas picoler parce que voilà, à un moment donné le dessin trahit tout ça. Il montre tout ça. Donc il faut avoir le sentiment quand même que vous êtes bien sur votre axe, parce qu'alors je pense que vous savez mieux que jamais sortir des idées, des sentiments clairs. Et puis alors, chaque phase de dessin a une énergie différente, en fait. Il y a une énergie qui est beaucoup plus... sur le crayonné, c'est beaucoup plus vivant, on bouge, on gomme, on gratte. Enfin, après, je vais beaucoup gratter avec la lame de rasoir, le papier vole, enfin, tout et puis, il va y avoir un moment qui est très différent, c'est le moment de l'ancrage, qui est beaucoup plus doux, qui est beaucoup plus... Même parfois, je travaille au pinceau, alors c'est un peu plus énergique, mais un peu plus vivant. Mais à des moments, il faut vraiment plutôt être dans la calligraphie du dessin, dans la douceur. Il faut effleurer le papier. Et c'est le bruit de la plume qui va remplacer celui très, très dynamique du crayon. Et donc voilà, ce sont à chaque fois d'autres façons de penser, c'est ça qui est très, très, très chouette, hein. C'est ça que j'adore. Et puis après, la mise en couleur, où là, on travaille autrement, on pense la lumière, on pense les rapports de couleurs, sentir les contrastes. Et chaque fois, c'est une autre vision du récit qui doit compléter les précédentes, qui doit amplifier les précédentes. Et c'est toutes ces couches qui, au fur et à mesure, créent, pour le meilleur et pour le pire. Parfois, vous pleurez en vous disant « je ne suis pas tout à fait à la hauteur, c'est pas tout à fait ce que j'ai... » Enfin, c'est rarement ce que j'espère. Hein. On a dans la tête, on voit toujours mieux que ce qu'on fait. Mais enfin, on se dit que la prochaine sera peut-être mieux. Ah oui, à vous entendre, j'ai l'impression que vous ressentez vraiment chaque étape du processus. Ça vous met dans un état à chaque fois particulier. Oui, en fait, il faut que ce soit un état particulier. Je pense que quand je dois dessiner une chaussure, il faut que je sois un peu une chaussure, entre guillemets. Un pantalon, il faut que je pense pantalon. Ou un visage d'un gros, il faut que je sois un peu un gros ou un peu un maigre ou un peu. Et quand fait une femme, il faut que je sois un peu dans sa tête, dans ses mouvements, dans ses gestes. Sinon c'est raide. Et donc oui, mais c'est très amusant ça, ce petit théâtre qu'on doit rendre vivant, organiser. C'est un jeu. C'est ça qui est amusant, c'est un jeu. Et puis bon, après, c'est un autre jeu. C'est un autre dialogue. Et puis quand vous travaillez le trait, il faut être un calligraphe, il faut être un enlumineur, il faut penser à toute la longue histoire de la plume et du trait, de Dürer, en passant par tous tous ceux qui ont eu la virtuosité de ce trait de plume qui sait être sensible et en même temps parfois puissant. Et le noir, ça peut apporter des contrastes. Alors vous pensez à Vallotton, vous imaginez, voilà. Et puis la couleur, vous êtes parfois avec les impressionnistes, parfois vous êtes avec... Et donc c'est chaque fois vous êtes dans des filiations. Vous êtes dans des longues chaînes, et c'est très agréable d'être un petit peu comme ça, dans ces longues chaînes, parce que on n'invente rien. Et donc c'est très agréable de se sentir un peu porté par tous les gens qui ont magnifiquement construit les espaces qui vous inspirent.
Et vous disiez, il faut être un peu une chaussure quand on dessine une chaussure, Oui. une femme quand on dessine une femme. Oui. Et pour l'album de Black et Mortimer, est-ce que ça a été facile d'être Mortimer à ce moment-là? Alors non, vous avez tout à fait raison, c'est une très bonne réflexion. Mortimer, c'était Jacobs. D'ailleurs, il se photographiait, il avait le physique de Mortimer, il avait l'épaisseur physique de Mortimer. Et donc, c'était pas facile parce que moi, j'ai pas du tout le même physique, je suis plutôt long et j'ai pas la même carrure, je dirais, que Jacobs. Et oui, ça m'a obligé, par exemple, je suis reparti de ses photos. Ça m'a beaucoup inspiré. Plus ces photos, et en plus, moi, je faisais un Mortimer âgé, et donc ça m'intéressait de voir Jacobs âgé. Et il a beaucoup photographié âgé, parce que quand il a fait les 3 formules du professeur Sato, chaque case, il s'est photographié pour chaque case. Il joue tous les personnages. Et ça m'a beaucoup, beaucoup inspiré. Et ça, les photos, elles sont accessibles? Oui, Vous il pouviez les y voir? a eu quelques publications. Et donc, je me suis rué là-dessus. Et ça m'a vraiment aidé à un peu mieux rentrer dans le personnage de Mortimer. Pas en regardant curieusement ses dessins, mais en regardant l'auteur mimant les personnages et jouant les personnages. Ça, c'était vraiment intéressant. Enfin, je revenais à la racine, parce que tout auteur se dessine. C'est presque incontournable. Donc il y a un de tes petits riens qui s'appelle le syndrome du prisonnier, qui parle un peu... Donc si j'ai bien compris, c'est cette tendance, quand on est dans une forme d'isolement, à se replier sur soi. À s'y complaire, en tout cas. À s'y complaire, ah oui. Lewis Trondheim, auteur entre autres des séries de bandes dessinées Les Petits Riens et Lapino. Et donc cet aspect-là très, très immobile de l'auteur, qui souvent voilà, est très, très sur sa table aussi, très courbé. Je ne sais pas toi comment tu gères cette immobilité du métier, ce syndrome du prisonnier. Je pense que comme la plupart des auteurs de bande dessinée, j'allais dire 95%, peut-être même plus, on est quand même plutôt des enfants solitaires, on est des gens qui avons notre petit univers intérieur, et on est très content d'être à griffonner nos petits Mickey pendant des heures et des heures. Jamais quelqu'un qui fait du sport à haut niveau et qui a un mal alpha ira faire de la bande dessinée dans un coin. Il y en a quelques-uns. Il y a des mal alpha dans la bande dessinée? Oui, je pense. Des gens comme François Bouc, il fait des arts martiaux à haut niveau. Il est très fort en bande dessinée, et c'est très bien aussi. Mais généralement, voilà, le fait tu dis, se recourber sur sa petite table, et puis c'est qu'on est content de le faire, quoi. On est très content de le faire. Après, c'est pour ça aussi qu'il y a plein de gens qui vont en festival de bande dessinée, enfin plein d'auteurs. C'est parce que c'est le moment où on va rencontrer les autres copains, les autres auteurs, confronter un peu nos travaux, nos pratiques, et discuter sur des sujets que nous seuls connaissons. Parce que quand on va discuter de ce qu'on fait avec notre boulanger ou notre boucher, ils s'en fichent un petit peu, alors que nous, on a l'impression que c'est très très important ce qu'on fait. Bon, c'est pas plus important que boucher, c'est très bien aussi, et boulanger, c'est très bien aussi. Mais en soi, le monde pourrait exister sans bande dessinée, alors qu'il pourrait pas exister sans boulanger, on va dire. Donc je suis pas sûr d'avoir bien répondu à ta question par rapport à quoi, au fait d'être d'être immobile. D'être immobile. Je fais quand même un peu de sport, moi, parce que sinon je vais me coincer le dos et la nuque, et c'est pas bon. Donc je fais du squash, malgré mon âge. Je fais du ping-pong dans le jardin quand j'ai l'occasion d'avoir un adversaire. Mais je pense que vu de l'extérieur, les gens pensent qu'on est malheureux d'être courbé sur notre table à dessiner, alors qu'on est hyper heureux. Pour la plupart aussi. Il y a toujours des gens qui sont là, qui font ce travail comme un travail, qui sont salariés, enfin, dans leur tête, et qui doivent rendre leur page toutes les semaines. Et pourquoi pas aussi, moi ça me dérange pas, hein. Mais je pense que quand on fait ce métier-là, et de plus en plus, depuis quoi, l'association Cornelius, Ego Comics, tout ça, c'est les années 90, on est en 2023 maintenant, il y a plein de gens qui ont grandi maintenant avec les bandes dessinées, de ce qu'on appelle la nouvelle bande dessinée, d'une bande dessinée plus personnelle, littéraire, et qui s'en saisissent comme d'un outil de narration pour raconter des choses personnelles aussi, ou des fictions, parce qu'ils ont des failles, ils ont besoin de s'exprimer. Et un peu grâce à toute cette école-là, la bande dessinée est devenue un art aussi d'expression
d'introspection plus naturelle, alors qu'avant c'était plutôt consacré à la bande dessinée pour enfants et puis point final. Donc tous ces gens-là qui sont courbés sur leur table de travail, c'est qu'il y a une partie qui fait que comment dire, ça leur plaît, c'est important, et c'est bien. Mais c'est dangereux aussi parce que, comme le syndrome du prisonnier l'indique, plus on reste statique à un endroit, plus on aime rester statique à un endroit. Et notre métier, qui est un métier créatif, on a énormément besoin d'être une éponge et de regarder ce qui se fait à gauche, à droite aussi, que ce soit à la télévision, dans d'autres arts, au cinéma, mais aussi de voyager et de rencontrer des gens. Parce que sinon, on va tourner autour de nous-mêmes tout le temps et on va se répéter. C'était le podcast La Planche. Musique par le groupe Le Noir, George Olson et Kerry Jacobsbaum. Un immense merci à tous les auteurs et autrices pour leur patience et de m'avoir accordé de leur précieux temps. Un énorme merci au musée de la BD de Bruxelles d'avoir financé, suivi ce travail et d'avoir rendu tout cela possible. Des remerciements tout particuliers à Isabelle de Becker, Salva Di Bernardo, Laurent Lenoir, Thibaut Fontenoy, Tine Anthony, Marie Nif et Wivine Van Donade. Un immense merci à ma famille et à mes amis de m'avoir soutenu dans ce périple. Et un grand merci à vous, bien sûr, pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous aura plu. Au revoir.